Je pense que l'état d'esprit le plus puissant, du moins pour moi, est celui que, encore une fois, j'ai appris d'Ali Crum. C'est un état d'esprit qui, dans ses études évaluées par des pairs sur différentes populations, existe clairement, universellement, chez les membres des équipes Sea, Air, and Land, mais beaucoup moins. Ou peut-être même qu'il est absent de la population générale, malheureusement. L'idée que le stress te fait grandir, que les défis te font grandir, mais que ce n'est pas la seule façon de progresser, je pense que c'est un état d'esprit très puissant. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a interrogé un tas de personnes différentes, de différentes professions, et elle leur a demandé « Quelle est votre vision du stress ? Penses-tu que ça te fait grandir ? Que ça diminue tes capacités, etc. » Donc, il ne s'agit pas de donner des informations aux gens, il s'agit de leur en demander. Le seul groupe affirmant que le stress favorise la croissance et que les défis rendent meilleurs. Plus tu vis de stress, plus tu as de chances de réussir. C'était la mentalité des équipes de nageurs de combat, qu'ils soient de nouvelles recrues ou vétérans. Adopter l'état d'esprit que le stress te fait grandir t'aidera. Mais le stress n'est pas l'unique façon de grandir dans la vie, n'est-ce pas ? Il y a cette idée, tu sais, nous avons cette... Et encore une fois, il y a une sorte d'attraction gravitationnelle autour de cette idée que le stress fait grandir. Oui. Vous savez, centre de gravité vers l'avant, ou, vous savez, toujours être en friction, friction limbique. Et si on avait une version plus large ou nuancée de cela, ce serait que le stress vous fait grandir. Donc, si vous êtes sous stress, que vous êtes sur la défensive à cause de quelque chose, vous pensez « Comment puis-je retrouver une position stable ou même avancer, centre de gravité vers l'avant ?» Vous vous dites « Le stress me fait grandir, le stress me fait grandir, le stress me fait grandir. » Mais cela ne veut pas dire que le stress est la seule chose qui vous fera grandir, n'est-ce pas ? Apprendre à alterner entre des périodes de travail intenses et de ce que j'appelle un profond réajustement délibéré non destructeur, c'est vraiment ce qui fonctionne sur le long terme. Je peux en témoigner. Vous savez, les gens qui sortent vraiment et font la fête pour récupérer, on ne peut faire ça que quelques années, avant que le corps et l'esprit ne commencent à lâcher, n'est-ce pas ? Donc, trouvez des moyens non destructeurs de vous réinitialiser et adoptez aussi l'état d'esprit que le stress vous fait grandir, mais aussi qu'il existe d'autres façons de grandir qui n'impliqueront pas le stress. Et je pense que vous êtes prêts à avoir une vie vraiment fantastique. C'est ma vision simple de la façon dont ces choses fonctionnent. L'un des meilleurs livres que j'ai lus cette année est L'effet d'attente de David Robson. Donc, c'est un écrivain scientifique du Royaume-Uni et il a examiné tout un tas d'études, l'effet placebo que tout le monde connaît, n'est-ce pas ? Il y a une attente particulière qu'un résultat va venir d'un certain médicament et comme par magie, ce résultat se manifeste. Il a constaté cela dans à peu près tous les domaines qui peuvent vous intéresser. Donc, mes deux études préférées tirées de ce livre sont vraiment intéressantes. Il s'est rendu compte que l'intolérance au gluten autodéclarée est passée de 3% à 30% en 10 ans. C'est pourquoi il y a autant d'options sans gluten au menu. Ils ont 30% de la population à servir. Oui, donc les gens en ont besoin et ils se demandaient, qu'est-ce que c'est ? La biologie humaine n'a pas tant changé, est-ce que ce sont peut-être les aliments qui ont changé et que les gens réagissent à cela ? Ou est-ce que c'est peut-être une sorte d'attente à cause du type d'article qu'ils entendent sur le gluten et sur à quel point c'est mauvais pour nous, l'inflammation et tout ça. Peut-être que c'est ça et que les gens s'y attendent. Alors ils ont fait venir des gens dans un laboratoire, ils les ont installés, ils les installent. Ces personnes ont ou n'ont pas d'intolérance au gluten autodéclaré et ils donnent à tout le monde le même repas. Ils disent à tous dans la pièce qu'il y a du gluten dedans, mais ce n'est pas le cas. Au bout d'un moment, des personnes qui n'ont pas d'intolérance biologique au gluten, qui n'ont pas mangé de gluten, ont la diarrhée, des éruptions cutanées, ils font des inflammations, ils doivent courir aux toilettes. C'est intéressant, il a raconté une autre histoire dont il a parlé. Les tests de volume d'oxygène, 2 max, révèlent une mutation génétique permettant d'éliminer plus efficacement le monoxyde de carbone, 2, et d'augmenter l'oxygène. Ils ont fait venir des personnes, un nombre égal de personnes qui avaient ou non ce trait génétique, et les ont répartis en 2 groupes aléatoires. Chaque groupe comprenait des personnes avec et sans le trait. On a dit au premier groupe qu'ils avaient le bon trait génétique et qu'ils devraient être excellents à cela. Au deuxième groupe, on a dit « Désolé, vous ne l'avez pas, vous ne devriez pas être très bon ». Sans surprise, le groupe à qui on a dit qu'ils avaient le trait a mieux réussi.
Mais lorsqu'ils ont réellement examiné ce qui se passait dans la physiologie de ces personnes, ils ont découvert que les personnes qui n'avaient pas la mutation génétique, mais à qui on avait dit qu'elles l'avaient, présentaient un seuil de lactate global plus bas. Leur fréquence cardiaque globale était plus basse. Ils éliminaient le monoxyde de carbone plus efficacement et amélioraient leur oxygénation mieux que les personnes qui avaient la mutation génétique, mais à qui on avait dit qu'elles ne l'avaient pas. Alors il a inventé ce terme selon lequel vos attentes sont encore plus puissantes que vos gènes. C'est un exemple remarquable. Et je pense que, vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui des effets épigénétiques et autres. Mais là, c'est presque dans une direction différente. C'est une réponse psychophysiologique. Je trouve ce genre de choses, pour être honnête, parmi les aspects les plus fascinants et intéressants des neurosciences. Si ce n'est le plus intéressant dernièrement. Ces exemples sont formidables, donc je ne peux absolument pas contrer cela, avec quelque chose de plus spectaculaire que le travail du Dr Alia Crum à Stanford. Elle dirige le Stanford Mind Body Lab, et elle a mené des expériences simples mais vraiment élégantes, en instruisant un groupe de personnes, uniquement sur les effets terribles du stress, ce que cela fait à votre système immunitaire, etc., etc., et à d'autres personnes en leur disant aussi des choses vraies. Mais tous les effets positifs du stress, il aiguise vos capacités, vous pouvez mieux vous souvenir des choses, etc., etc. Vous voyez exactement ce qu'on vous dit, en gros. Maintenant, on ne peut pas mentir aux gens, on ne peut pas leur dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est juste que le sous-ensemble d'informations que vous recevez dicte la réponse que vous obtenez. Et peut-être que l'expérience la plus spectaculaire, c'est qu'ils ont donné à deux groupes différents de personnes, puis en fait chacun a eu la condition opposée, un milkshake. Un groupe s'est vu dire que ce milkshake est très calorique, qu'il contient beaucoup de matières grasses et de sucre, etc. Un autre groupe s'est vu dire... Les chercheurs disent aux participants que le milkshake est faible en calories et en nutriments. Puis, ils mesurent leur sensation de faim. Donc, ils mesurent combien de temps il leur faut pour avoir de nouveau faim après l'avoir ingéré. Ils regardent aussi l'insuline et la gréline, cette hormone qui est sécrétée, et qui, en gros, vous donne faim. Elle est associée à la sensation de faim. D'autres éléments sont observés. Mais on constate exactement ce qui était attendu. Le groupe recevant le milkshake riche en nutriments est rassasié plus longtemps, avec une gréline supprimée et une insuline plus élevée, contrairement au groupe ayant eu le milkshake soi-disant faible en calories. En réalité, il s'agit du même milkshake, ce qui est remarquable, car ce n'est pas un simple effet placebo. Je pense que c'est l'effet placebo, plus l'effet d'attente, plus un véritable effet physiologique, parce que c'est aussi ce que tu décris. Et la façon dont Ali le décrit, c'est que tout événement provoque une véritable réponse physiologique. Mais cette véritable réponse physiologique est entremêlée avec notre attente et notre compréhension de ce que la réponse devrait être, afin de créer la réponse réelle. Donc c'est en quelque sorte le réel plus le perçu qui donne. Votre réalité? L'incapacité à gérer le stress en temps réel est très puissante. Vous pouvez y parvenir grâce à la physiologie et aux neurosciences. Votre respiration peut influencer directement votre rythme cardiaque et votre niveau de stress ou de calme. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous inspirez, votre diaphragme s'abaisse. Cela crée plus d'espace dans votre cavité thoracique et votre cœur devient en fait un peu plus gros. En conséquence, le débit sanguin à travers ce volume cardiaque plus important ralentit. Un signal est envoyé par un groupe de neurones sur votre cœur appelé le nœud sinusal. Ce signal monte jusqu'au cerveau, et votre cerveau envoie un signal pour accélérer le cœur. Autrement dit, l'inspiration accélère votre rythme cardiaque. L'inverse est aussi vrai. Quand vous expirez, votre diaphragme remonte. Votre cœur rétrécit légèrement en raison d'un espace réduit dans votre cage thoracique. Ainsi, le sang circule plus vite dans ce volume réduit. Le nœud sinusal enregistre cela et envoie un signal à votre cerveau, et le cerveau envoie un signal pour ralentir le cœur. En résumé, l'inspiration accélère le rythme cardiaque, tandis que l'expiration le ralentit. Donc, si vous voulez accélérer votre rythme cardiaque et être plus alerte, inspirez davantage ou rendez ces inspirations plus vigoureuses, plus intenses. Si vous voulez vous calmer, vous pouvez le faire rapidement en rendant vos expirations légèrement plus longues que vos inspirations ou en les rendant plus vigoureuses. Aucun exercice de respiration n'était nécessaire, vous pouvez le faire en temps réel. Et c'est ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire.
c'est le terme technique et la base de la variabilité de la fréquence cardiaque, ou variabilité de la fréquence cardiaque. Retenez simplement qu'inspirer plus profondément et plus longtemps accélérera votre rythme cardiaque. Expirer plus longtemps et plus intensément ralentira votre rythme cardiaque et vous aidera à vous détendre immédiatement. Je me réveille dans le matin et je veux attraper mon téléphone, mais je sais que même si j'augmente la luminosité de l'écran, ce n'est pas assez lumineux pour déclencher ce pic de cortisol et pour que je sois au maximum de ma vigilance et de ma concentration toute la journée, et pour optimiser mon sommeil la nuit. Donc ce que je fais, c'est que je sors du lit et je vais dehors. Et si c'est une journée claire et ensoleillée, et que le soleil est bas dans le ciel ou qu'il commence à monter, ce qu'on appelle un angle solaire bas, je sais que je sors au bon moment. S'il y a des nuages, et que je ne peux pas voir le soleil, je sais aussi que je fais quelque chose de bien, parce qu'il s'avère que, surtout les jours nuageux, il faut sortir et recevoir autant d'énergie lumineuse ou de photons dans les yeux. Mais disons que c'est une journée très claire et que je peux voir où est le soleil, je n'ai pas besoin de regarder directement le soleil. Si le soleil est très bas dans le ciel, il m'arrive de le faire parce que ce n'est pas très douloureux pour mes yeux. Cependant, si le soleil est un peu plus lumineux, plus haut dans le ciel, regarder peut parfois être douloureux. Donc la façon de profiter de cette exposition à la lumière du soleil tôt dans la journée, c'est de regarder en direction du soleil si c'est trop lumineux pour le regarder directement. Eh bien, ne faites pas ça. Regardez simplement dans sa direction, mais pas directement. Il n'y a aucun problème à cligner des yeux. En fait, je vous encourage à cligner des yeux dès que vous en ressentez l'envie. Ne regardez jamais une lumière, qu'il s'agisse du soleil ou autre, qu'il soit si intense que cela en devienne douloureux, car vous pourriez endommager vos yeux. Mais pour cette exposition à la lumière du matin, il vaut mieux ne pas porter de lunettes de soleil, c'est bien ça, ne pas porter de lunettes de soleil, du moins pour cette exposition matinale. Il n'y a aucun problème à porter des lunettes de vue ou des lentilles de contact. Les verres correcteurs vous seront utiles dans cette pratique, car ils vont focaliser la lumière sur votre rétine neurale et sur les cellules ganglionnaires photosensibles à la mélanopsine. Si vos lunettes ou lentilles de contact ont une protection ultraviolet, il n'y a pas de problème. Si de nombreuses longueurs d'onde lumineuses proviennent du soleil, et elles sont suffisamment lumineuses pour déclencher les mécanismes que vous voulez activer à ce moment précoce de la journée, alors essayez de sortir idéalement dans les 5 premières minutes après votre réveil, ou peut-être dans les 15 minutes, mais certainement dans la première heure après le réveil. Je veux partager avec vous 3 choses essentielles à propos de cet outil qu'est l'exposition à la lumière du matin. Tout d'abord, ce n'est pas une histoire de biologie ésotérique, c'est ancré au cœur de notre physiologie. Il existe littéralement des centaines, voire des milliers d'articles de qualité, revus par des pairs, qui montrent que l'exposition à la lumière tôt dans la journée est le stimulus le plus puissant pour rester éveillé tout au long de la journée. Et cela a un impact positif très fort sur votre capacité à vous endormir et à rester endormi la nuit. C'est donc vraiment l'outil fondamental pour garantir une bonne nuit de sommeil, et pour se sentir plus éveillé pendant la journée. Deuxièmement, si vous vous réveillez avant que le soleil ne soit levé, vous pouvez, et devriez probablement, allumer les lumières artificielles dans votre maison, votre appartement ou partout où vous vivez, si votre objectif est d'être éveillé. Si vous vous réveillez à 4 heures du matin et que vous devez être éveillé, alors allumez les lumières artificielles. Cependant, une fois que le soleil s'est levé, vous devez quand même sortir et vous exposer à la lumière du soleil. Certains d'entre vous se réveilleront avant le lever du soleil. Et si vous vous demandez si allumer des lumières artificielles peut remplacer la lumière du soleil à ces heures-là, malheureusement, la réponse est non, à moins d'avoir une lumière très spéciale. Nous parlerons du type de lumière, mais les lumières artificielles vives dans votre environnement domestique ne sont pas, je répète, ne sont pas suffisamment puissantes pour déclencher le mécanisme du cortisol et les autres mécanismes de réveil dont vous avez besoin tôt dans la journée. La subtilité diabolique est que ces lumières dans votre maison, appartement ou même sur votre téléphone sont assez puissantes pour perturber votre sommeil. Si vous les regardez trop tard le soir ou au milieu de la nuit, il y a donc cette asymétrie dans la biologie de notre rétine, de nos yeux et de notre cerveau, où tôt dans la journée, juste après le réveil, vous avez besoin de beaucoup de lumière, beaucoup de photons, beaucoup d'énergie lumineuse, et les lumières artificielles n'y parviennent généralement pas. Même une faible lumière artificielle la nuit peut perturber les tâches que vous attendez d'elle. Peut vraiment perturber, ce qu'on appelle votre rythme circadien.
vos horloges de 24 heures, et tous ces mécanismes dont nous parlons. Donc, si vous vous réveillez avant que le soleil ne soit levé, et qu'il fait encore sombre, allumez autant de lumières artificielles vives que possible ou dont vous avez besoin, mais sortez ensuite, dès que le soleil est levé. Les jours nuageux, il est crucial de sortir. Je répète, les jours nuageux, les jours couverts. Il est particulièrement important de sortir et de s'exposer à la lumière du soleil. Vous aurez simplement besoin d'en recevoir davantage. Maintenant, combien de lumière et combien de temps d'exposition sont nécessaires? Cela va varier selon la personne et l'endroit, littéralement selon l'endroit où vous vivez sur Terre, s'il y a beaucoup d'arbres ou non, si vous avez les yeux sensibles ou moins sensibles. Il m'est vraiment impossible de donner une prescription absolue, mais nous pouvons donner quelques recommandations générales. En général, par temps clair, c'est-à-dire sans nuages ou avec très peu de nuages, vous devriez exposer vos yeux à la lumière du soleil pendant environ 5 minutes. Cela peut être 3 minutes un jour, 7 minutes le lendemain, mais environ 5 minutes. Lorsqu'il y a des nuages, donc que le soleil perce à travers les nuages, ou qu'il y a une couverture nuageuse plus dense, vous devriez viser environ 10 minutes d'exposition à la lumière du soleil tôt dans la journée. Et les jours où le ciel est très couvert, voire pluvieux, il faudra viser autant que 20 à 30 minutes d'exposition à la lumière du soleil. Autre point important, n'essayez pas d'obtenir cette exposition à la lumière du soleil à travers une voiture ou une fenêtre, qu'elle soit teintée ou non. Cela prendrait beaucoup trop de temps. Cela ne va tout simplement pas déclencher les mécanismes nécessaires. Vous pourriez rester là toute la journée à essayer de capter assez de lumière du soleil du matin dans vos yeux. Et à ce moment-là, le soleil serait déjà passé de l'angle bas à au-dessus de votre tête. Et cela ne fonctionnerait tout simplement pas pour tous les mécanismes liés à votre rythme circadien. Donc, n'essayez pas de le faire à travers un pare-brise, voyez, des lunettes de soleil ou une fenêtre. Cela ne fonctionnera pas. Sortez à l'extérieur. Si la météo est vraiment mauvaise, ou que pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas sortir, dans ce cas, en dernier recours, essayez de vous approcher d'une fenêtre. Mais idéalement, il faut vraiment sortir pour s'exposer au soleil. On me demande souvent combien de temps essayer de se concentrer. La littérature scientifique souligne l'importance des cycles ultradiens. Vous avez probablement entendu parler des cycles circadiens, c'est-à-dire autour du jour, un cycle d'environ 24 heures. Notre cerveau et notre corps fonctionnent à l'intérieur de chaque journée, avec des cycles ultradiens de 90 minutes. Donc, ma suggestion serait que chaque fois que vous allez vous asseoir et essayer de vous concentrer, que vous essayez de faire une séance concentrée d'exercice physique, d'apprentissage d'une compétence ou de musique, ou même si vous avez simplement une conversation, que vous soyez thérapeute, que vous suiviez une thérapie ou un cours, combien de temps cela devrait-il durer? La durée idéale est d'environ 90 minutes. On peut dire de façon fiable que nos cycles de concentration durent 90 minutes ou moins. Il n'est pas nécessaire de compléter les 90 minutes, car rester concentré pendant 2 ou 3 heures n'est pas en accord avec notre biologie. Tout, de nos états de sommeil à nos états d'éveil, est divisé en ces cycles de 90 minutes, appelés cycles ultradiens. J'aime donc régler un minuteur pour cette durée. Je reconnais, et j'accepte le fait que, dans la plupart des cas, à moins d'être vraiment pressé par une échéance, d'être optimalement caféiné, etc., les 5 à 10 premières minutes de ces 90 minutes sont un temps de transition. C'est comme l'échauffement pour la concentration, mais je l'inclus dans ces 90 minutes. Ensuite, j'essaie vraiment de me plonger dans un travail mental concentré, ou un apprentissage de quelque sorte que ce soit. Encore une fois, cela peut aussi être physique, comme l'apprentissage d'une compétence motrice, ou si l'on court ou soulève des poids, etc. Et j'essaie vraiment de rester concentré pendant toute la durée des 90 minutes, tout en acceptant le fait, ce n'est pas qu'une idée, que parfois, la concentration va vaciller, sortir du point de focalisation. Une grande partie de la capacité à se concentrer consiste à y revenir, conceptualiser cela comme la pointe de la flèche qui s'élargit soudainement, se focalisant sur beaucoup de choses, ou se déplaçant ailleurs. L'essentiel est de pouvoir la ramener et la resserrer à nouveau, c'est un processus actif. À tel point que cela demande beaucoup d'énergie métabolique. Votre cerveau est le principal consommateur d'énergie métabolique. Les calories que vous consommez, correspondent au soi-disant métabolisme de base, et la plupart ne sont pas liées au mouvement, au rythme cardiaque ou à la respiration, mais au fonctionnement du cerveau.
Votre cerveau est un grand consommateur de calories. Donc, après 90 minutes, voire 45 minutes, vous pourriez vous sentir fatigué, voire épuisé. Et il est très important qu'après une période de concentration, que vous preniez au moins 10 minutes, et idéalement jusqu'à 30 minutes, et que vous passiez par ce que j'appelle une défocalisation délibérée. Vous devez vraiment vous concentrer sur des tâches un peu banales, ou sur des choses qui ne demandent pas beaucoup de concentration. Ne pas regarder son téléphone en marchant dans le couloir vers la salle de bain, et surtout dans la salle de bain, devient un petit mouvement dans le monde de la psychologie populaire et de l'optimisation, et je devrais le mentionner. Les longs temps d'attente pour les toilettes dans les lieux publics m'agacent particulièrement. L'avez-vous aussi remarqué ? Ont considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. La raison n'est pas digestive. Ce n'est probablement pas le microbiome intestinal, mais plutôt l'utilisation du téléphone aux toilettes. Évitez d'utiliser votre téléphone aux toilettes et en marchant dans le couloir. Prenez du temps pour vous détendre délibérément. Vous vous rendrez service, ainsi qu'à tout le monde, pour laisser vos états mentaux vagabonder, pour ne pas être concentré sur une seule chose. Cette période de relâchement est essentielle pour votre capacité à vous concentrer, de la même manière que le repos entre les séries d'entraînement en résistance ou le repos entre les exercices est vital pour pouvoir se concentrer et performer pendant les séries réelles ou pendant les véritables séances de course, de vélo ou quelle que soit votre forme d'exercice. Donc, la décompression délibérée est essentielle, et je sais que c'est difficile, parce que nous sommes tous attirés par l'incroyable richesse d'informations sensorielles disponibles sur nos téléphones et autres appareils. Mais je ne saurais trop insister là-dessus. Notre capacité à nous concentrer n'est pas seulement liée à ce qui se passe pendant l'entrée et le déroulement de ces périodes de concentration. Mais après ces périodes de concentration, il est crucial de se détendre intentionnellement. Et bien sûr, la décompression ultime est durant le sommeil, quand nous ne dirigeons pas nos pensées ou interactions. Ce n'est donc pas étonnant. Ou je devrais dire, il est logique que cette longue période profonde, où nous ne contrôlons pas où se trouve notre esprit, soit en fait la forme ultime de restauration, même si nous faisons des rêves très intenses. La chose. Concernant les téléphones portables, c'est quand vous venez de vous connecter et qu'il n'y a pas de Wi-Fi pendant le vol. Ou quelque chose comme ça, quand vous atterrissez, ça peut en fait être assez stimulant, vous recevez beaucoup de dopamine. Oh, il y a ça. Oh, il y a ça. Mais très vite. Quand vous faites défiler les réseaux sociaux, vous ne ressentez plus la nouveauté. Mais vous continuez à le faire. Vous ne savez même plus vraiment pourquoi vous le faites. À ce moment-là, cela devient quelque chose qui ressemble davantage à un comportement obsessionnel compulsif, où l'on peut définir un comportement obsessionnel compulsif comme une obsession qui mène à une compulsion. Donc, l'obsession est une pensée, la compulsion est un comportement, mais le fait d'agir selon la compulsion ne fait qu'augmenter l'obsession. C'est très différent que d'être obsédé par la nourriture ou par la propreté. Il n'y a aucune récompense. En effet, accomplir la compulsion ne soulage pas l'anxiété. Les comportements liés aux troubles obsessionnels compulsifs comme faire défiler les réseaux sociaux provoquent une baisse rapide de la dopamine. On se retrouve alors à scroller en se demandant pourquoi on fait ça, réalisant que ce n'est pas si intéressant. Les algorithmes des réseaux sociaux sont très intelligents et apportent beaucoup, même si ce n'est pas si intéressant. Je ne veux pas les diaboliser. Une grande partie de ma vie se passe maintenant, tu sais, sur les réseaux sociaux, mais dans les algorithmes. Ce qu'ils ont intégré est le plus efficace pour garder les gens, ou même un animal à répéter un comportement. La récompense aléatoire intermittente. Une récompense où tu ne sais pas quand tu vas décrocher le gros lot. Donc tu fais défiler, tu continues, et puis tu vois quelque chose. En général, le rapport signal-bruit est très élevé. Tu lis des choses intéressantes, des infos qui sortent, et soudain, c'est une émeute, ou une personne qui est en train de faire du base jump depuis un immeuble, ou... tu sais, pour les gens qui font défiler et regardent des corps, ou quelque chose comme ça, des corps vivants, espérons que les gens ne regardent pas des corps morts, mais regarde, si quelque chose est vraiment tragique, alors ça a cette force d'attraction, et ce qui se passe, c'est que tu commences à faire fonctionner le système pour ce prochain shoot de dopamine. Tu ne sais jamais quand ça va arriver, comme dans un jeu. Je vois donc les réseaux sociaux comme initialement très dopaminergiques, centrés sur la récompense. La surprise et l'excitation se transforment rapidement en une sorte de trouble obsessionnel compulsif.
Et le genre de comportement où si on se regardait à travers le prisme d'une expérience, comme on le ferait pour une expérience animale, on penserait que cet animal est malade si on voyait un animal creuser dans un coin en cherchant. Cherchez, cherchez, cherchez un os. Le chien cherche. On se dirait que c'est vraiment triste. C'est nous, n'est-ce pas? C'est nous. Je me désigne volontairement, c'est nous. Donc, nous devons apprendre à nous auto-réguler. La quantité de temps. Mais ça n'a pas besoin d'être un processus. Se réprimander en se disant « ne le fais pas » n'est pas la solution. Pensez-y positivement. Plus vous vous éloignez de quelque chose, plus ce sera gratifiant d'y revenir. Et cela, pour superposer cette idée à la conversation sur les relations. Beaucoup d'entre nous ont la chance d'avoir des partenaires avec qui ils aiment passer du temps. Mais c'est aussi bien de leur manquer parfois. Pour certains, cela peut être 1 heure sans communication, pour d'autres 1 semaine. Manquer quelqu'un, c'est cette anticipation positive, cette sorte de douleur motivante. Quand vous les retrouvez, c'est d'autant plus riche. Je pensais que la détox à la dopamine n'était pas réelle et semblait ridicule. Je vais vous expliquer pourquoi ça me paraît toujours ridicule, mais aussi pourquoi cela peut avoir une certaine utilité. Ensuite, Anna. L'Adriana Lemke m'a dit que cela pouvait en fait être très utile de prendre un peu de temps et de distance par rapport à les réseaux sociaux. Et bien sûr de toute drogue addictive. C'est le traitement de l'addiction, et cela permet de rétablir les niveaux de dopamine à la normale. Maintenant, la façon dont la détox à la dopamine a été initialement décrite dans la région de la baie, où il semblait que beaucoup de personnes du secteur technologique en parlaient. C'était en termes de « j'ai entendu quelque chose comme « les gens ne regardent même plus le visage des autres ». Vous savez, ils vivent vraiment un peu comme des moines, sans nourriture qu'ils apprécient vraiment, rien du tout. Pour moi, cela semble un peu fou et extrême. Je peux comprendre de ne pas consommer beaucoup d'aliments très savoureux, de manger des aliments plus fades. Je comprends qu'il faut éviter les médicaments sur ordonnance et faire une pause avec la caféine. La caféine augmente les récepteurs de dopamine, ce qui rend la dopamine disponible plus puissante pour provoquer la réponse dopaminergique. Je peux comprendre d'éviter certaines substances et certains comportements, mais l'idée de ne pas regarder les gens dans les yeux parce qu'il y aurait trop de dopamine. Je veux dire, j'imagine que ça dépend de la personne que tu regardes dans les yeux et à quel point son regard t'excite positivement. Mais en réalité, ce n'est pas une façon très rationnelle de penser à la détox de dopamine. Mais éviter, tu sais, les activités à haute intensité, très gratifiantes, je pense que ça peut être utile pour rétablir cet équilibre de dopamine. Et tout ce que nous savons du travail d'Anna, c'est que la dopamine, toi, tu sais, si tu pousses ces états dopaminergiques trop loin, avec des drogues addictives, etc., les gens peuvent faire ça avec le sexe, la nourriture, les drogues, les jeux d'argent, les réseaux sociaux, toutes sortes de choses. La pornographie. Ce qui finit par se passer, c'est que la quantité de dopamine libérée au fil du temps diminue encore et encore, et finit pratiquement par entrer dans le territoire de la douleur. Et alors les gens se retrouvent à nouveau dans cette situation où, tu sais, ils font défiler la pornographie sur Internet. 8, 9, 10 fois ou heures par jour, et ensuite ils se demandent pourquoi ça ne fonctionne plus pour eux, alors que ça marchait avant. Et il y a un autre problème avec la pornographie dont on ne parle pas souvent, c'est que, rappelle-toi, les gaz en particulier, le cerveau est une machine à apprendre et à prédire, et je ne suis pas en train de dire que toute la pornographie est mauvaise, mais il y a de bonnes données qui soutiennent l'idée que si ton cerveau apprend à être excité en regardant d'autres personnes avoir des rapports sexuels, cela ne va pas forcément se traduire par la capacité à être excité quand tu es en tête-à-tête avec quelqu'un d'autre, tu vois. Surtout les jeunes qui consomment beaucoup de pornographie. Le cerveau apprend l'excitation sexuelle en voyant d'autres personnes avoir. Donc tu vas te programmer toi-même à devenir un voyeur. Ouais. Ou alors tu vas simplement créer des difficultés dans tes interactions sexuelles avec, tu sais, avec un partenaire réel. Mary Harrington a les 3 lois de la pornodynamique et la deuxième loi de la pornodynamique, c'est la loi de l'entropie du FAB, et elle dit que tout ce à quoi tu commences à te masturber va devenir de plus en plus intense avec le temps. Et je pense que ça parle justement de cette escalade constante de la sauvagerie que tu dois regarder pour obtenir un stimulus qui diminue de plus en plus. Oui, et tu sais, ici, je n'aborde ça que sous l'angle de la biologie. D'accord ? Je ne suis pas, tu sais, je ne suis pas psychologue, et je ne suis certainement pas politique,
d'une quelconque manière, du moins pas publiquement, même si j'ai des idées sur la politique, mais je n'en parle pas en public. Mais l'idée ici, c'est que je ne dis pas que la pornographie comme stimulus est mauvaise ou bonne. Ce que je dis, c'est que, dans sa disponibilité et sous ses formes extrêmes, c'est un stimulus très puissant. Et des stimuli très puissants, de n'importe quel type, nourriture extrêmement appétissante, pornographie extrême, expériences extrêmes comme le saut à l'élastique, tout cela fixe un seuil pour la libération de dopamine. Et Anna te le dira, et je suis sûr qu'elle l'a fait. Plus le pic de dopamine est élevé, plus la chute qui suit est grande. Et ce n'est pas que tu redescends à la ligne de base, tu descends en dessous de la ligne de base. Donc encore une fois, ce n'est pas que ces choses soient bonnes ou mauvaises. Elles doivent simplement être contrôlées d'une certaine manière. Parce que quand les gens recherchent des pics de dopamine encore et qu'ils ne les obtiennent plus, c'est généralement parce qu'ils ont poursuivi cette activité beaucoup trop souvent. La chose essentielle ici, et c'est la beauté du système dopaminergique, c'est que tout comme le système du stress est générique, le système de la peur est générique, ils sont conçus pour un tas de scénarios différents. Le système de motivation est lui aussi générique. Cela peut être d'atteindre le prochain lampadaire comme étape, ou bien 5 km comme prochaine étape. Vous contrôlez cela de manière complètement arbitraire, n'est-ce pas? Un psychanalyste talentueux m'a dit une chose simple, mais fondamentale pour se comprendre soi-même. Tout est interne. Si vous gagnez un marathon, personne ne vous injecte de la dopamine, c'est vous qui la générez. Tout dépend de votre représentation interne. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais événements dans la vie, mais le fait est que si vous fixez le prochain objectif juste au-delà de la distance à laquelle vous êtes à l'aise et que vous y parvenez, si vous vous accordez un moment pour enregistrer cette réussite, vous obtenez de l'énergie pour fixer ensuite le prochain objectif et l'atteindre. Cette énergie, c'est la dopamine, convertie en épinéphrine, en adrénaline. Quand les gens boivent, peu importe qui vous êtes au départ, il y a cette désactivation des circuits préfrontaux corticaux. Il y a une désactivation progressive des circuits qui contrôlent mental la mémoire. Mais ensuite, les gens se divisent en deux catégories. Et ces deux catégories sont celles des personnes qui, après plus de 2 verres, commencent à se sentir sédatées. Et les personnes qui, après plusieurs verres, ne ressentent pas d'effets sédatifs. Bien sûr, il va y avoir des différences selon la vitesse à laquelle les gens boivent, s'ils combinent différents types d'alcool, les types d'alcool, etc. Mais en général, cela peut prédire si vous êtes quelqu'un qui a une prédisposition à l'alcoolisme ou non. Une découverte également très intéressante est que l'alcool modifie la relation entre ce qu'on appelle l'hypothalamus et la glande pituitaire, et les glandes surrénales. Maintenant, l'hypothalamus est un petit groupe de neurones, à peu près de la taille d'un gros chewing-gum, qui se trouve au-dessus du palais, et il abrite des neurones responsables de certains aspects incroyables de notre comportement et de notre état d'esprit, comme la rage, la libido, la régulation de la température, des fonctions très primitives, y compris l'appétit, la soif, etc. L'alcool, parce qu'il peut aller partout dans le cerveau. Rappelez-vous, il est soluble dans l'eau et dans les graisses. A des effets sur l'hypothalamus. L'hypothalamus envoie normalement des signaux très spécifiques à ce qu'on appelle la glande pituitaire. C'est une petite glande qui dépasse en fait du cerveau, mais elle reçoit des instructions de l'hypothalamus. Ensuite, la glande pituitaire libère des hormones dans le sang qui communiquent avec les glandes surrénales. Vos glandes surrénales se situant au-dessus des reins, dans le bas du dos. Les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline, épinéphrine, et du cortisol, impliqués dans la réponse au stress à long terme et ayant des effets bénéfiques sur le système immunitaire. D'accord. Donc l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je sais que c'est un peu compliqué à dire, vous n'avez pas besoin de retenir les noms, mais l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien maintient votre équilibre physiologique entre ce que vous percevez comme stressant et ce que vous ne percevez pas comme stressant. Les personnes qui boivent régulièrement, donc là encore cela peut être seulement 1 ou 2 verres par soir, ou bien quelqu'un qui boit seulement le vendredi, ou seulement le samedi, ou peut-être juste le week-end, 2 à 4 verres. Ces personnes subissent des modifications de leur axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui entraînent une augmentation du cortisol, plus de cette soi-disant hormone du stress libérée au repos, lorsqu'ils ne boivent pas,
C'est vraiment important. Les personnes qui boivent un peu, et par là je ne veux pas dire 1 ou 2 gorgées, ni même un verre de vin occasionnel. Je veux dire, encore une fois, des personnes qui prennent peut-être un verre chaque soir au dîner, et peut-être quelques-uns de plus le week-end. Encore une fois, je propose plusieurs exemples de comportements pour expliquer comment cela pourrait aussi être 2 ou 3 verres le vendredi, ou 6 verres seulement le samedi. Eh bien, tous ces groupes connaissent une augmentation de la libération de cortisol par leurs glandes surrénales lorsqu'ils ne boivent pas, et par conséquent, ils se sentent plus stressés et plus anxieux lorsqu'ils ne boivent pas. C'est un effet de l'alcool dont on parle rarement, car on entend si souvent parler des effets immédiats de l'alcool et nous avons parlé de certains de ces effets. Des effets comme la diminution du stress. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « j'ai besoin d'un verre », puis après avoir bu, il se calme et peut se débarrasser des pensées liées au travail pour réfléchir de manière plus posée ou rationnelle. Ou du moins, ils le croient, ou ils arrivent d'une certaine manière à se détendre. Eh bien cela peut effectivement être vrai, cela peut les détendre, mais lorsqu'ils ne boivent pas, le niveau de cortisol libéré au repos a de nouveau augmenté de façon significative. Cela est lié à un circuit neuronal défini entre le cerveau et le corps, et cela concerne le ratio de cortisol par rapport à certaines autres hormones impliquées dans la réponse au stress. Nous fournirons une référence à l'étude qui décrit comment tout cela fonctionne pour ceux qui le souhaitent, qui veulent vraiment approfondir le sujet, mais revenons à cette question de ceux qui sont sujets à l'alcoolisme, par opposition à ceux qui ne le sont pas. Rappelez-vous qu'il y a des personnes qui ont des variantes génétiques, c'est-à-dire des gènes qu'ils ont hérités de leurs parents, qui font qu'ils sont plus susceptibles de devenir alcooliques. Mais il y a aussi des personnes qui boivent souvent et qui commencent à ressentir cette augmentation de la vigilance plus elles boivent au cours de la nuit. Nous pensons qu'une partie de cet effet est due à des changements dans cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, l'alcool est en quelque sorte un double coup dans ce sens. Il provoque des changements dans nos circuits cérébraux et notre neurochimie, qui au moment où nous sommes en état d'ébriété, sont néfastes. Et il provoque aussi des changements dans les circuits neuronaux, qui persistent bien au-delà du moment où nous ressentons l'effet d'être pompette ou ivre. Encore une fois, Coach Uebushi, je ne veux pas diaboliser l'alcool. Je ne dis pas que si vous prenez un verre de vin de temps en temps, ou si vous buvez une bière de temps en temps, ou même si vous prenez un cocktail ou un shot de temps en temps, c'est forcément terrible pour vous. Je ne veux surtout pas que ce soit le message. Ce que je dis, c'est que si les gens consomment de l'alcool de façon chronique, même si ce n'est pas tous les soirs, il existe des changements bien reconnus dans les circuits neuronaux. Il existe des changements bien reconnus dans la neurochimie du cerveau, et il existe des changements bien reconnus dans le système de stress cerveau-corps, qui en général vont dans 3 directions. Un stress accru lorsque les gens ne boivent pas, une humeur diminuée et un sentiment de bien-être réduit lorsque les gens ne boivent pas, et comme vous allez bientôt l'apprendre, des changements dans les circuits neuronaux qui poussent les gens à vouloir boire encore plus simplement pour revenir à la normale, c'est-à-dire à l'état dans lequel ils étaient, en termes de gestion du stress et de ressenti de l'humeur avant même de commencer à boire. Donc encore une fois, je ne veux pas diaboliser l'alcool, mais je veux souligner qu'il existe des changements plastiques à long terme, c'est-à-dire des modifications des circuits neuronaux et hormonaux, qui sur une période de plusieurs mois, et certainement sur plusieurs années, avec les types de consommation que j'ai décrits, ce qui, je pense, va sembler assez typique pour la plupart des gens, n'est-ce pas ? Rien de ce que j'ai décrit jusqu'à présent ne concernait le fait de boire une caisse par nuit, ou de faire des excès d'alcool souvent mentionnés dans les médias. Ce sont des modes de consommation d'alcool assez courants. Il suffit de prendre un vol transatlantique, ou d'aller dans un aéroport un dimanche après-midi aux États-Unis. Et les gens prennent 3, 4, 5, 6 bières, etc. Encore une fois, le choix personnel reste un choix personnel. Je ne vous dis pas quoi faire, mais il est très clair que ce genre de comportement face à l'alcool modifie les circuits neuronaux et les circuits hormonaux. Et j'aimerais pouvoir vous dire qu'il les modifie pour le mieux. Mais en réalité, il les modifie pour le pire, au lieu de simplement ne pas le faire. Pire encore, cela réduit la résilience au stress, augmente le stress de base et diminue l'humeur générale.
Que se passe-t-il lorsque l'alcool atteint le cerveau et nous fait nous sentir ivres ou saouls, procurant chez certains une sensation d'énergie et de bonheur intense? Eh bien, l'alcool ne fait pas de distinction quant aux zones du cerveau qu'il atteint. Encore une fois, il ne se lie pas à des récepteurs particuliers, mais il semble avoir une propension ou une affinité pour certaines zones du cerveau, impliquées dans certains types de pensées et de comportements. Donc, l'une des premières choses qui se produisent, c'est qu'il y a une légère, du moins après le premier ou le deuxième verre, une légère suppression de l'activité des neurones dans le cortex préfrontal. C'est une zone de votre néocortex qui est impliquée dans la réflexion et la planification, et peut-être surtout dans la suppression des comportements impulsifs. Donc si vous allez à une fête où de l'alcool est servi, et que les gens consomment des boissons, vous remarquerez qu'au bout de quelques minutes, le volume de la voix des gens va augmenter. Les gens ne font pas attention à la modulation de leur voix. Quand certains parlent plus fort, les autres suivent, amplifiant le volume. Nous connaissons tous cette expérience. Aller à une fête, sortir un instant, et réaliser qu'on criait. Le lendemain, on rentre avec un mal de gorge. Il se peut que vous ayez attrapé un microbe, un virus ou quelque chose comme ça, mais souvent, c'est simplement parce que vous avez crié toute la nuit juste pour être entendu. Car lorsque le cortex préfrontal se met en veille, les gens arrêtent de moduler autant le volume de leur voix. Les gens bougent plus, ils gesticulent, se lèvent, s'assoient et se déplacent davantage. S'il y a de la musique, les gens peuvent se mettre à danser spontanément. Tout cela est dû au fait que ces zones du cortex préfrontal assurent normalement ce qu'on appelle l'inhibition descendante. Elle libère un neurotransmetteur appelé acide gamma-aminobutyrique sur différentes parties du cerveau impliquées dans les comportements moteurs impulsifs et les schémas de pensée. Et lorsque vous désactivez le cortex préfrontal, cette suppression GABAergique des impulsions commence à être relâchée. Donc, les gens vont dire des choses qu'ils veulent dire, sans trop réfléchir à ce qu'ils disent, ou ils pourraient faire des choses qu'ils veulent faire sans vraiment y penser autant, ou ils pourraient même ne pas se souvenir d'y avoir réfléchi du tout, ou ne pas avoir l'impression, je devrais dire, d'y avoir réfléchi du tout. Nous n'avons pas encore parlé de la perte de mémoire liée à l'alcool, mais puisque nous y sommes, je vais simplement vous dire que l'alcool a un effet très puissant pour supprimer les réseaux neuronaux impliqués dans la formation et le stockage de la mémoire. C'est pourquoi nous oublions souvent les événements d'une soirée si nous avons bu de l'alcool. L'une des choses les plus importantes à savoir sur les effets de l'alcool dans le cerveau, c'est cette perturbation de l'inhibition descendante, mais aussi le fait que les zones du cerveau impliquées dans le comportement flexible, comme le fait de considérer différentes options. Par exemple, je pourrais faire A, ou je pourrais faire B. Je pourrais leur dire ceci, ou je pourrais leur dire cela. Je pourrais le dire de cette façon, ou je pourrais le dire de cette autre façon. Celle-ci serait peut-être un peu plus diplomate. Ces zones du cerveau s'arrêtent pratiquement complètement et les gens ont simplement tendance à dire ce qu'ils veulent dire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque les gens boivent, le cortex préfrontal et l'inhibition descendante sont diminués. C'est le comportement habituel et le comportement impulsif qui commencent à augmenter. Il est intéressant de noter que cela est vrai à court terme. Donc, après que les gens aient bu 1 ou 2, peut-être 3 ou 4 verres, mais il est également vrai que plus les gens boivent souvent, plus il y a des changements dans les circuits mêmes qui sous-tendent le comportement habituel et impulsif.